bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Soude. Bienvenue à vous dans votre émission Tchou pour tête. Je espère que vous êtes bien. Vous connaissez déjà le rendez-vous tous les lundis soirs à partir de 17h30 ou le samedi à partir de 10h. Votre émission, on parle de déconstruction, on cherche de nouvelles alternatives et puis on travaille pour le pays. Et bien c'est, j'ai envie de dire un peu notre motive. Saïdi Aïlouich. On est là, tranquille. On tient la position? Oui, toujours. On a commencé le volet sur la santé. Je rappelle un petit peu, on a fait une thématique avec Naoui sur la micronutrition. La semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à le regarder également. Une thématique d'anthologie, toujours visible sur les réseaux, je rappelle sur Facebook ou sur YouTube. On a parlé de la naturopathie. Et là, on va enchaîner, toujours sur le volet de la santé. Et là, nous allons parler de la santé holistique. Nous avons une invitée que nous allons présenter dans un petit instant. Mais pourquoi la santé holistique ? Alors, l'idée, ça va être de se réconcilier avec le fait que la santé ne concerne que la partie physique ou mentale, parce que nous sommes quand même, on a quand même des réminiscences de nos traditions, en tout cas les traditions qui peuvent venir soit du continent africain, soit du continent indien, qui ont une vision des choses qui mêle tout ce qui concerne le métaphysique au physique. Et on a toujours ces réminiscences-là, on a toujours des croyances, on est toujours d'ailleurs de fervents aussi religieux. Et on a dans cette religion-là, on a une façon en tout cas de voir le monde, d'appréhender les choses qui mêlent tous les états en fait d'un être, qu'ils soient justement physiques ou métaphysiques. Donc l'idée, ça va être justement d'aborder le soin en tout cas, et la santé à travers tous ces prismes-là. Et pas seulement de se concentrer, comme le fait justement la médecine conventionnelle, seulement sur le physique et sur le curatif. Donc l'idée, c'est aussi d'être dans la prévention et d'être dans la prévention aussi en fonction de tout ce qui nous touche en fait dans l'immatériel. Parce que, qu'on le veuille ou non, en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie. Voilà, qui est là, qui est dans notre univers, qui est dans notre culture. Et donc, plutôt que de l'éluder, l'idée, c'était justement de l'affronter, de l'analyser et de le prendre en compte, parce que en fait ça existe déjà dans notre culture, ça existera toujours dans notre culture, et que plutôt que de l'occulter, je pense que c'est plus intéressant en tout cas de l'aborder dans tous les cas, et de le prendre en compte en tout cas dans notre quotidien, ou dans notre façon de vivre, dans nos pratiques, dans nos rituels, etc., pour qu'on puisse justement garder une santé, qu'elle soit mentale, physique, ou justement dans le monde immatériel, qui soit bonne. Mais je sens une bonne énergie ce soir. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je sens une bonne énergie. Et pour cela, ce soir, nous avons une invitée. Bonsoir mon invité. Bonsoir. Alors Sandra dit Shiva Priya. D'accord, voilà. Si tu peux te présenter. Donc je m'appelle Sandra, donc je suis professeure de yoga, donc on m'appelle aussi Shiva Priya, c'est mon nom initiatique de professeur de yoga. Donc mis à part le yoga, effectivement je pratique les soins holistiques, donc entre autres les massages, le coaching, donc tout ce qui permet à l'individu de se développer, on va dire personnellement, spirituellement, voilà. Donc en gros c'est ça. Après, donc par rapport à mon, est-ce que je commence à parler de mon parcours? Oui, tu peux commencer. Tu peux embrayer. Je peux embrayer, d'accord. Pas de Ok. souci. Donc je voulais dire aussi bonsoir à tous ceux qui vont nous regarder. Du coup, moi mon parcours c'est un parcours assez particulier parce qu'avant tout c'était d'abord pour moi. La recherche de techniques, on va dire alternatives par rapport à ma santé, m'ont emmené vers le cheminement du soin holistique. Alors j'ai été très tôt, très jeune malade, en fait, avec des pathologies inflammatoires très fortes. Donc il y avait les ulcères à l'estomac, des œsophagites. On parle aussi, donc aujourd'hui, de l'endométriose. Donc, je suis une femme atteinte d'endométriose. Alors, on va dire, je ne souffre plus comme avant par rapport à tous les soins que j'ai pu effectuer. Mais en tout cas, il y a encore, effectivement, on ne va pas dire que je suis totalement guérie de cette maladie. Donc, on me considère encore atteinte d'endométriose. Et donc, du coup, le parcours a été le suivant, c'est-à-dire souffrant énormément, ayant recours souvent, on va dire, aux médicaments,
pour pouvoir soulager les douleurs. À un moment, à force, le corps, il répond plus parce qu'il est habitué. Donc, à un moment, mon médecin à moi, mon médecin traitant m'a dit, bon, écoute, vaut mieux que tu ailles faire des choses qui te détendent, qui te permettent de lâcher prise, de te relaxer. Et donc, m'a orienté vers le yoga. Donc, c'est là que j'ai découvert le yoga. Et du coup, ça a été une grande découverte parce que, à la fois, on va dire que c'était une découverte parce que je ne savais pas que ça s'appelait yoga, ce que je faisais, mais en même temps, j'étais déjà dans cette démarche depuis très jeune. Je m'explique. J'ai un père qui est très sportif, en fait, qui est un sportif de haut niveau. Et j'ai toujours eu l'habitude de faire du sport. Déjà, de part aussi, j'ai oublié de dire que j'étais asthmatique, bon, ça va mieux, mais effectivement, avec le fait que très tôt, j'étais asthmatique, on me donnait souvent des médicaments, mais je ne pouvais pas faire du sport comme je voulais. Cependant, pour moi, c'était la seule alternative pour ma guérison. Donc, du coup, j'allais vers le sport. Et après le sport, après tout ce qui est endurance, respiration, course, je m'étirais, ou je prenais le temps d'être avec moi-même pour m'apaiser, me relaxer. Et en fait, j'ai retrouvé les sensations quand j'étais plus jeune dans le yoga. Donc, je me suis dit, waouh, c'est quand même quelque chose. Et puis, petit à petit, j'ai senti que ça commençait à me faire du bien. Excuse-moi, à partir de quel âge que tu as commencé le yoga? Alors, on va dire, quand mon médecin me l'a prescrit, j'avais 22. 22 ans. Parce que j'ai été diagnostiquée pour l'endométriose à 21 ans. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, j'ai commencé assez tôt. Et donc, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est là que j'ai découvert d'autres techniques. Donc, des techniques très simples, on va dire, de relaxation, respiration, et aussi tout ce qui a trait à la kinésiologie, des choses des massages, donc les massages chinois, la réflexologie plantaire, le reiki, enfin voilà. Donc j'ai découvert tout un panel, propositions, d'offres qui permettaient effectivement d'être bien. Et donc petit à petit, j'ai fait ce cheminement. Alors après, on va dire quelques années en yoga, plus ou moins trois bonnes années. Voilà, j'ai décidé à 25 ans de partir faire un stage plus approfondi. Alors je m'étais dit, bon, je vais choisir une formation comme ça, il y aura du yoga du lundi au dimanche et du matin au soir. Mais en fait, je m'embarquais dans une formation de professeur de yoga. Donc voilà, donc du coup, je suis partie. Et durant 5 semaines, j'étais dans un ashram. Donc, c'était pas en Martinique, hein, c'était un ashram. Un ashram, c'est quoi? Un ashram, en fait, c'est un lieu, si tu veux, c'est comme ça que ça s'appelle, on va dire en Inde, mais pas que. Les ashrams, c'est des espaces où, en fait, tu médites, t'as pas beaucoup de... Un peu en retrait. Voilà, un peu en retrait, voilà. Tu es en retrait, donc du coup, tu es plus tourné vers toi, en fait. D'accord, okay. Voilà, donc c'est ça le but d'un ashram, c'est de tourner vers soi. Et donc, il y avait beaucoup de pratiques yogiques, puisque le yoga, c'est une grande philosophie. Et il n'y avait pas que le yoga physique que je connaissais. D'accord ? Donc, c'est quand on devient professeur de yoga, on nous apprend les différentes, on va dire, les différentes bases, en fait, du yoga. Tu as quand même, si on revient sur ce que c'est que le yoga, c'est quand même en Inde un patrimoine culturel immatériel, puisqu'on a une journée qui est dédiée, qui est internationale, qui est dédiée au yoga. C'est comme la fête, c'est le même jour que la fête de la musique, c'est le 21 juin. Donc voilà, on a cette journée qui est dédiée complètement au yoga. Donc en Inde, c'est un patrimoine. Déjà, et comme on parle de culturel immatériel. Alors, ça signifie en sanskrit union. D'accord ? Donc, yoga, ça veut dire union. Union. D'accord, voilà. okay. Donc, le yoga, c'est l'union. Alors, l'union, pourquoi l'union ? Parce qu'en fait, lorsqu'on voit un individu, on voit que sa partie physique à l'œil nu, mais il n'est pas que physique. Un être humain, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il est aussi spirituel. D'accord ? Donc, on a la partie physique dite matérielle et la partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est celle qu'on ne voit pas,
mais qui est bien présente. Et donc, du coup, lorsqu'on travaille sur cette union, c'est l'union du corps, de l'esprit, de l'émotion, voilà, de tous les corps, en fait. De l'âme aussi. Ben oui, l'âme, en fait, l'âme, c'est vraiment la partie... fait partie de la partie spirituelle. D'accord, ok. C'est D'accord. englobé. Voilà, c'est englobé, c'est-à-dire ton âme, voilà, la partie spirituelle. On va pas vraiment nommer comme ça, mais on va parler de la partie spirituelle. Alors, il y a 4 voies traditionnelles dans le yoga. Alors, les 4 voies traditionnelles sont liées entre elles. Cependant, on va bien déterminer, donc on aura Ajna Yoga, c'est le yoga de la connaissance. Donc là, on va vraiment travailler sur la connaissance d'un individu, donc essayer de le sortir un peu de l'ignorance. D'accord ? Donc ça sera vraiment cette voie-là, donc les lectures, on va dire la découverte un peu d'autres choses, voilà, c'est vraiment le yoga de la connaissance. On a ce qu'on appelle la Bhakti Yoga. Donc la Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. D'accord ? Donc la dévotion, c'est l'ensemble des pratiques spirituelles. D'accord ? Ça tournait vers une dévotion, enfin vers une divinité. D'accord ? Voilà, une divinité dans l'hindouisme. Donc voilà, quand on est dévot, on peut être dévot souvent c'est Krishna. D'accord ? On peut être dévot. Krishna. Excuse-moi, je te demande si tu étais. Oui, parce que tu ne connais pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Krishna, c'est le Dieu. D'accord, c'est le grand Dieu. Alors, en Inde, tu as plusieurs petits dieux. Hein. Tu as Krishna, tu as Vishnu, tu as Shiva, d'accord. Tu as Sarasvati, tu as Lakshmi, enfin voilà, tu as plusieurs dieux. Mais voilà, donc on peut être dévot de Krishna. D'accord. Donc Krishna, c'est celui qui est bien présent dans un livre culte qui s'appelle la Bhagavad Gita, d'accord. C'est un livre spirituel, en fait, donc qui t'explique comment vivre ton yoga. D'accord ? Et donc, qui parle effectivement de ces 4 voies. Donc, on a aussi le Karma Yoga. Donc, le Karma Yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée. Donc, ça veut dire... bon, c'est un exemple, hein, mais bon... C'est-à-dire, si par exemple, Ulrich me demande de laver sa voiture... Je peux faire pour lui et puis je ne vais pas lui demander de me payer, par exemple. Je peux l'aider, mais sans attendre en retour quelque chose. Voilà, je suis dans le karma yoga. Donc, c'est une action désintéressée. C'est-à-dire qu'il est dit, en fait, dans la bhakti, donc c'est écrit en sanskrit, mais on peut le traduire comme ça, tu as le droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits. D'accord ? Que les fruits de ton action ne soient point ton mobile. Ok, ça veut dire qu'en fait, on ne devrait pas forcément faire des choses pour attendre en retour, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Autour de dans nos mœurs, j'ai envie de dire, un peu dans notre société. Hein. Voilà, donc du coup... On n'a rien sans rien. En fait, il y a un tas de termes qui, j'ai envie de dire, qui déconstruisent ce genre de philosophie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, avant, on pourrait l'appeler... dans notre culture, ce qu'on appelle la solidarité, c'est-à-dire simplement l'entraide. On est là, ton voisin n'a pas à manger, tu lui apportes tiner, fouille à pain. Voilà, c'est ça, on a ce terme-là. Voilà, il y en a l'autre. Eh ben, c'est ça, c'est en fait, on est ensemble. Et donc, du coup, on ne devrait pas, enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas, c'est ne pas faire une action pour attendre. Tu vois, attendre en retour. En fait. On est souvent dans cette posture-là et ils expliquent même dans cette bagarre que justement la posture d'attente est une posture souffrante. C'est ce qui entraîne la souffrance. Parce qu'en fait, si tu attends, tu as donné quelque chose et puis tu es là, tu attends jusqu'à demain que l'autre te redonne ce que tu lui as donné, eh ben, tu rumines. Je pense qu'il y a une forte tu crées des émotions. Il y a une forte résonance quand tu dis tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir. Voilà, donc du coup, ça crée effectivement de la souffrance. Donc, il faut être dans le cœur et donc faire les choses pour ne pas attendre un retour. Donc, ça s'appelle le karma yoga. Donc, on n'a rien inventé, hein, de toute façon, c'est là. Ensuite, il y a le raja yoga qui est le yoga royal ou intégral, on va dire l'intégral. Pourquoi ? Parce que là, vraiment, c'est dans cette partie-là qu'on a ce qu'on fait aujourd'hui
on va dire en Occident, c'est le Hatha Yoga. D'accord ? Le Hatha Yoga, c'est le yoga d'effort, le yoga postural. Donc quand on va parler de yoga, les gens vont voir les gens sur la tête, les gens vont voir le grand écart, ils vont dire « Ah ok, c'est ça le yoga en fait ». Alors que ce n'est qu'une partie. Ça fait pas, c'est pas, voilà, il y a tout un ensemble. Et ce yoga-là, qui fait partie justement du Raja, de la voie royale, cette voie-là a encore plusieurs préceptes de vie en fait, au niveau spirituel. Mais on ne peut en citer que 3 dans le yoga postural, qui sont la méditation, les postures, donc ce sont les asanas, et la respiration consciente, le pranayama. Excuse-moi. Oui. Tu as dit asanas. Asanas, ça veut dire posture. Posture, d'accord. Voilà. Les postures, ce sont des positions. Hein, on va dire, par exemple, si tu dois tenir comme ça, c'est une position. Et en fait, le fait que tu vas la tenir en conscience va devenir une posture. Pour expliquer. Voilà. Chaque position a sa... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour faire simple, hein, moi je démystifie un petit peu. C'est-à-dire quand les gens vont entendre posture, dire c'est quoi une posture, en fait le yoga, surtout le yoga postural, qui est le Hatha Yoga, te permet de te renforcer physiquement, mais pas que, parce que c'est à travers le physique qu'on va aller chercher justement à rallier l'émotion et le mental. D'accord, ok. Tu vois ? Parce que quand je te demande de tenir une position pendant 1 minute et que tu n'es pas à l'aise dans ton corps, il faut faire jouer ta respiration. Il ne faut pas que ton esprit divague. Donc il faut que tu sois bien sur l'instant présent et que tu arrives à lâcher prise pour que le corps ne soit plus en souffrance. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment un entraînement. On n'est pas dans... C'est pour ça qu'on parle de yoga d'effort, parce que on n'est pas attentiste. Voilà. Vous êtes dans l'action. On est dans l'action, mais c'est l'action pour soi. C'est-à-dire, quelqu'un qui va faire du yoga, il le fait pour lui. Il ne va pas me faire plaisir. Quand je vais lui demander, je suis là, je suis un enseignant, donc je vais le directionner, je vais lui dire, bon, on va tenir aujourd'hui la posture de la chandelle, respirez, soyez concentrés. Tu tiens le temps que tu peux tenir, mais essaie de tenir de 30 secondes à 1 minute. D'accord. Voilà. Chacun est libre de tenir, mais l'objectif, c'est même pas d'être dans une compétition, parce qu'on n'est pas en compétition avec soi, mais c'est d'aller et de faire mieux pour se sentir bien. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Alors, c'est très complet le yoga, parce que, enfin, quand il est bien structuré, parce que dans un cours de yoga, on va trouver les techniques de relaxation, respiration et les postures. Alors, la posture travaille la résistance du corps. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une force qui vient de l'en dedans. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de rapporté. Donc, du coup, parfois même, j'ai des sportifs, des sportives qui peuvent être étonnés par la difficulté de certains exercices. Il y a une résistance à avoir, alors? Alors, en fait, tu n'as pas une résistance à avoir. En fait, tu viens et tu travailles cette résistance. D'accord, ok. D'où l'entraînement. Voilà, c'est l'entraînement. D'où la répétition. C'est la répétition, voilà, c'est la répétition. Mais ça travaille aussi ton mental, en fait. Ça forge le mental. Forge le mental. Parce que si tu veux faire un marathon, ou un semi-marathon, tu vas t'entraîner. Tu vois ? Et si tu veux être performant pour toi-même, ben, tu vas t'entraîner. Donc, du coup, c'est l'entraînement, c'est la pratique. Et c'est la pratique qui va permettre au corps d'intégrer certaines notions et qui va guider le corps vers cette unification entre le mental, l'émotion et le corps physique. Donc voilà, donc en gros c'est ça. La respiration, c'est un volet qui est important. De toute façon, on voit ça, hein, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on constate que les gens ne respirent pas correctement, tout simplement. Donc moi, j'aime dire qu'on rééduque les gens à la respiration. D'accord ? Et dans ce volet de yoga,
il y a un volet qui est très important et qui peut même être fait seul, ça s'appelle le pranayama. Le pranayama, c'est l'étude de la respiration, hein, si tu me poses la question. C'est-à-dire, oui, il faut savoir parce que... Voilà, et en fait, si tu veux, tu utilises la respiration comme objet de concentration. Dans cette notion, dans cette étude du souffle, en fait, qui est le souffle de vie, tu peux travailler de différentes façons. La respiration, c'est une technique qui a l'air d'être très simple parce qu'il suffit d'inspirer et d'expirer, mais parfois on peut voir que les gens ont des respirations inversées. Par exemple, là, je te demande d'inspirer et de gonfler le ventre. De gonfler le ventre? Ouais, pour voir... ouais, non. C'est un peu compliqué, là. Tu es dans une respiration plutôt haute. Donc, tu vois. Okay. Ouais. Okay. Et déjà, là, tu es en apnée. D'accord. Tu vois, c'est. Donc, il faut que je travaille ça. Voilà, la respiration, en fait, elle a besoin d'être fluide. D'accord. Et sans effort. D'accord? À contrario, sans effort. Ça veut dire que tu respires, c'est la vie, en fait. L'air, tu ne vois pas l'air. Hein? Et ça, c'est immatériel. Hein? De la même façon qu'on parle de ce corps spirituel qu'on ne voit pas, moi j'aime à dire, l'air tu ne le vois pas. Tu sais qu'il existe, puisque c'est ton souffle de vie. Sans air, on ne peut pas vivre. Hein? C'est notre moteur. Notre nourriture. C'est notre nourriture. Elle est beaucoup plus importante que la nourriture, justement, matérielle, manger. Cette nourriture, qui est une nourriture spirituelle, qui est de respirer, est beaucoup plus importante. On peut rester sans manger. Hein. Tu peux rester sans manger, boire des choses solides, boire. La semaine dernière, on a parlé du jeûne également. Voilà, tu peux rester sans faire ça, mais tu ne peux pas jeûner de respiration. Ça va être compliqué. Excuse-moi, Shiva Priya. Oui, vas-y. À travers... Tu nous as répondu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Déjà? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tu nous as fait... Parce qu'on voulait parler également du yoga, oui. Des croyances par rapport... tu nous as également répondu par rapport à tout ça. Il me semble, Louis. Oui. Justement, on a fait le tour. On a déjà fait le tour du yoga. Mais on voit que c'est vraiment large. Ah oui, c'est large. Et que vraiment tous les... En t'écoutant, je ressens que c'est vraiment toutes les parties du corps qui sont je dirais, qui sont sollicitées. Et vraiment être à l'écoute dans toutes ces parties du corps. Tout à fait. Connaître son corps, entre autres, si vous avez regardé le débrief ce lundi, tu parlais de ça par rapport à la nourriture. Hein. Tu disais qu'il y avait certaines nourritures qui pouvaient davantage motiver. En connaissant son corps, on peut savoir, même ce qu'on mange, ce que la nourriture peut te procurer. Donc voilà, donc c'est vraiment être attentiste. Ouais, attentif. Attentif par rapport à toute j'ai envie de dire que ce temple. Hein, oui, tout à fait. Notre corps est un temple d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et c'est à pratiquer, c'est à soigner, et puis c'est à écouter aussi. Voilà, c'est à écouter aussi, très bien. Mais en yoga, on parle aussi de l'alimentation. Alimentation correcte, ça fait partie des principes. On a 5 grands principes. Alimentation correcte, respiration correcte, exercice physique, relaxation, il faut apprendre à se relaxer, et méditation. Donc, 5 grands principes. Donc, si on a 2-3 choses qu'on fait bien quotidiennement, c'est-à-dire bien s'alimenter, bien respirer, c'est déjà pas mal. Hein? On a déjà gagné 50% de bonne hygiène. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Après, on peut rajouter le sport, tout et tout. Donc déjà, moi, il faudra que je travaille ma respiration. Ah oui, ça c'est... Déjà à la base, tu vois, oui. Et je constate ça aussi, donc voilà. Oui, on va continuer. Maintenant, on va un peu balayer du coup toutes les autres pratiques que tu as. Oui. Et justement, s'attarder sur certaines d'entre elles, en tout cas. On va essayer de faire le maximum. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler du coup de la médecine chinoise? Alors, la médecine chinoise, effectivement, elle est très, 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 on va dire, large aussi. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler de tout ce qui est massage chinois. Donc, dans la médecine chinoise, puisque, bon, je ne peux pas dire que je suis à 100% connaisseuse de toutes les pratiques de la médecine, mais je sais que, par exemple, pour une bonne hygiène dans cette médecine, il faut travailler tout ce qui est préventif.
Donc, en prévention, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est yoga, enfin Ayurveda, tout ça. C'est l'alimentation. Donc, ils sont beaucoup dans l'alimentation, la phytothérapie. Donc, les massages, donc les soins du corps. On a les exercices physiques. Alors, ça passe par plutôt tout ce qui est Qigong. D'accord, Qigong, Tai Chi. Bon, je ne peux pas trop dire parce que je ne connais pas plus. Comme les arts martiaux. Les arts martiaux. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le Qigong est la partie santé de l'art martial Tai Chi. D'accord. Voilà, c'est pour expliquer. Voilà, c'est-à-dire que le Tai Chi, c'est un art martial. Et en fait, le Qigong ressemble un petit peu au Tai Chi, mais c'est plus la partie... voilà, on n'est pas dans le combat, on est plutôt dans le côté rééquilibrage au niveau du corps. Énergie, voilà. Donc, il y a ça. Tu as tout ce qui est réflexo, donc zone réflexe, on a auriculothérapie, on a digitoponcture. Donc, en fait, c'est assez vaste. Alors, moi, ce que je pratique dans la médecine chinoise, c'est plutôt les massages et tout ce qui est réflexologie plantaire, enfin, toutes les zones réflexes. Faciale, palmaire, plantaire, auriculothérapie. On a... Excuse-moi. Oui. C'est quoi la réflexologie plantaire? Oui. Alors, tout ce qui est... Alors, réflexologie plantaire, donc, comme l'indique, donc, là, on est dans les pieds, d'accord? La voûte plantaire, qui est une zone réflexe. Et dans cette zone, on a toute la cartographie, en fait... Les terminaisons nerveuses, c'est ça? Alors, les terminaisons nerveuses, mais c'est une cartographie qui représente, en fait, l'ensemble du corps. D'accord. Donc, dans cette cartographie, donc c'est une carte que tu as, tu auras les organes principaux, tu auras les 5 sens, tu auras le cerveau, tu auras la colonne vertébrale, tu auras les articulations. Voilà, en gros, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, on va travailler sur une zone, par exemple, réflexe relié à l'organe du foie, à l'organe de l'estomac, à l'organe de la vessie. Voilà, donc du coup, c'est vraiment zone réflexe. Alors, réflexologie plantaire, mais on peut faire réflexologie palmaire, on peut faire réflexologie faciale aussi, travailler sur le visage. Voilà. Dans l'auriculothérapie, c'est à peu près la même chose. En fait, on retrouve le corps de l'être humain comme un fœtus. Donc voilà, donc du coup, on peut travailler aussi sur ça. Mais c'est une cartographie, donc ça veut dire qu'il y a une représentation externe des organes qui sont en interne. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut agir à distance. Tu vois, c'est pas directement, mais indirectement sur les organes, on va dire comme ça, les organes, la colonne vertébrale. Toujours en prévention d'une certaine manière. C'est toujours de la prévention. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que faut savoir que en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et l'holistique, c'est ça, hein, c'est prendre l'individu dans sa globalité. On n'est pas uniquement cette matière physique. Donc, on a ce qu'on appelle, dans notre jargon, un corps émotionnel et un corps mental. Donc, on voit que de plus en plus, c'est mis en avant. On parle maintenant de santé mentale énormément. J'entends ça souvent en ce moment. Mais ce qu'on met aussi plus en avant depuis quelques années, c'est le corps émotionnel. On l'enseigne maintenant même à l'école pour que les enfants identifient leurs émotions. Parce qu'on a compris quand même que les émotions ont un impact sur le physique. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous a pas habitués. Alors, les anciens étaient très forts pour pouvoir donner des proverbes. Alors, avec la médecine chinoise, on fait beaucoup de corrélations avec dans notre culture, ce que les anciens disaient. Par exemple... il y avait des proverbes sur quand on a peur, qu'est-ce qu'on disait en créole? Moi, t'es tellement peur, moi, pisse en lait, moi. Hein? Donc, d'accord, donc du coup, le rapport à l'émotion, et il y a le rapport au fait qu'on ait fait pipi sur nous. Et en médecine chinoise, on voit bien que le rapport des émotions est relié aussi aux organes. Donc, du coup, tout ce qui est rein vessie, l'émotion qui lui a affecté, c'est la peur. D'accord. Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire quand on va vers les massages chinois ou la médecine chinoise, on a la corrélation tout de suite en prévention. Donc on a les 12 organes principaux qui sont reliés aux émotions.
D'accord? Et après, on va trouver encore d'autres reliances dans le corps, les articulations. On va savoir, par exemple, je prends un exemple du foie et de la vésicule biliaire. Le foie et la vésicule biliaire, eh ben, on a l'émotion qui est reliée, c'est plutôt tout ce qui est colère, frustration. Voilà, donc du coup, on peut essayer de voir comment on travaille là-dessus. On peut avoir l'articulation c'est plutôt au niveau des hanches. Donc, il y a un petit dysfonctionnement au niveau des hanches. Je me dis, tiens, peut-être que foie VB, peut-être que colère. Voilà. Sont reliés, voilà. Alors, sachant que quand on parle de massage chinois, les gens vont dire, ouais, mais c'est quoi tout et tout. On se base sur les méridiens. Alors, les méridiens, c'est une troisième grande circulation du corps. D'accord ? Elle serait plutôt dans l'immatériel, dans ce qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, alors je ne sais plus quelle recherche c'était, mais je sais que je l'ai vu passer et que je l'ai lu. C'est un petit peu comme une sorte de scintillographie. On a réussi à capter, en fait, les méridiens. On les voit. C'est très simple. Une femme enceinte, quand elle est enceinte, son ventre se gonfle et à un moment, il y a une ligne qui se dessine, qui part du pubis jusqu'au nombril, et cette ligne est un méridien qu'on appelle le méridien conception. Voilà. Donc du coup, chez la femme enceinte, on voit ça. Donc ensuite, on a donc du coup cette grande circulation qui se trouve à côté de la circulation lymphatique et aussi la circulation sanguine. Voilà. Donc le but un peu des massages, c'est vraiment de réharmoniser, rééquilibrer tout ce qui se trouve sur les méridiens. Et à l'aide des points des méridiens, on travaille de façon indirecte sur la santé des organes, voilà, des articulations, en fait, l'ensemble. Donc on a différents massages qui peuvent nous aider à libérer les tensions, cou cervical, les œdèmes, donc massage jambes lourdes, les maux de dos, tout ce qui est aussi sciatalgie, sciatique. Donc voilà, donc c'est vraiment de la prévention et on accompagne. Alors c'est très complémentaire en Inde, quand on parle de médecine. Ils fonctionnent beaucoup avec les hôpitaux, donc du coup ils sont dans la complémentarité. On veut dire aussi que l'Inde, c'est des milliards d'habitants, hein, et c'est une grande histoire. Hein. Voilà, donc ça. Automatiquement, vu leur histoire, vu leurs croyances, leur spiritualité, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses également à explorer. Et puis par rapport juste pour parce que là, j'ai envie de dire que tu es rentré sur la surface concernant le yoga. Oui. Il y a beaucoup de choses en profondeur. Donc voilà. C'est pour dire que ce n'est qu'une facette de leur histoire, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Le yoga et puis aussi les Chinois, enfin, le côté asiatique. De toute façon, tout ce qui est continent asiatique, ils sont très portés sur la prévention. Voilà. Ils sont très portés sur la santé globale de l'individu. C'est notre conception. Voilà. C'est notre façon de voir les choses et donc ils mettent en place tous les outils. Donc en gros, c'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu pour tout ce qui est médecine chinoise, mais voilà, ça ressemble un petit peu à l'Ayurveda, mais abordé de façon différente, puisque bon, c'est pas les mêmes cultures. Mais justement, est-ce que tu peux maintenant nous parler de l'Ayurveda ? Alors l'Ayurveda, là on revient dans le côté un peu yoga aussi, parce que l'Ayurveda c'est science de la vie en fait. Et le but c'est de maintenir la santé, et on revient sur toujours prendre l'individu dans sa globalité, et on travaille sur le système nerveux, le corps, l'esprit. Et dans cette science, on utilise justement l'alimentation, on utilise la phytothérapie, on utilise aussi les massages. Alors, c'est une autre approche que la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise, ils ont vu qu'il y avait des méridiens, ils se sont basés sur les méridiens avec les différents souffles. En fait, 5 énergies. Alors, je ne vais pas parler de ça, effectivement. Bon, je reviens vite fait dessus. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, la base, quand même, ce sont les 5 énergies qui sont reliées aux 5 éléments. Tout le monde connaît un peu les éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Voilà. Et on rajoute le métal. Et on fait bois, on fait feu, on fait terre, on fait eau et on fait métal. D'accord ? Et dans chaque souffle, on va mettre des couples d'organes.
On va mettre les articulations, tout et tout. Donc là, c'est vraiment la base de la médecine chinoise. On a cette cartographie-là et on se base dessus. Pour l'Ayurveda, on s'intéresse directement à l'individu et on parle en fait de dosha. D'accord ? Donc on va dire qu'on a les 3 doshas en nous. Alors. Excuse-moi. Oui, les doshas. Les doshas. Alors on va dire qu'un dosha, c'est. On va dire c'est un peu ton. On a tous des doshas, enfin, c'est ton essence. Un peu une forme voilà, ton essence, ta nature, voilà, une sorte de nature. Ah, d'accord, ok. Voilà, une sorte de nature, en fait, pour démystifier le truc, une sorte de nature. Et en fait, l'objectif, c'est d'atteindre l'équilibre tridoshique. Parce que si un des 3 doshas est en déséquilibre, ça se voit sur l'aspect physique. D'accord ? Alors, c'est pour ça que c'est très complexe un peu l'Ayurveda. J'ai étudié 3 ans, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, on fait des tests. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire. On regarde la corpulence, comment la personne est physiquement, au niveau du corps, donc la corpulence, on va dire, on regarde un peu l'ensemble. On regarde comment la personne est aussi psychiquement parlant. Et en fait, ça donne des orientations. C'est-à-dire que chaque individu a des particularités qui lui sont propres. Et à travers cette étude avec le questionnaire, on peut l'orienter vers son alimentation. Donc lui dire, par exemple, toi, tu ne devrais pas manger trop salé, ni trop épicé, trop pimenté. C'est un bilan. Voilà, exactement. Il faut un bilan. Donc on fait un bilan et à travers ce bilan, tu détermines ce dont la personne a besoin. C'est comme un nutritionniste alors, d'une certaine manière. Non, mais nutritionniste, c'est dans l'alimentation. Là, c'est voilà, par rapport à l'équilibre. C'est vraiment un équilibre. C'est un équilibre parce qu'en fait, on va te donner des exercices, on va te dire, bon, peut-être le yoga doux, c'est mieux pour toi, peut-être que le yoga dynamique, c'est mieux pour toi, peut-être que si, par exemple, tu es plutôt... voilà, je retrouve les mots parce que c'est les doshas, c'est kapha, pitta et vata. Alors, vata, on va dire, c'est celui qui est aérien. Donc, c'est toujours relié un peu aux éléments. Mm-hmm. Donc, le vata, il est plutôt aérien. Donc, généralement, il est plutôt grand, mince. Et puis, il va beaucoup parler. Il y en a qui parlent beaucoup. Des fois, ils ne sont pas forcément minces, mais ils parlent beaucoup. Tu as le pitta. Le pitta, c'est plutôt le feu. Donc, le feu. Donc, personne normale, on va dire standard, mais avec une énergie très dynamique, très, très vivante. Voilà, très, très chatoyante, très flamboyante. Et le kapha, il va être plutôt... Alors, les kaphas, c'est des gens, par exemple, qui ne vont pas dormir très tôt. Ils vont plutôt dormir la journée. Et puis, le soir, ils vont peut-être devant la télé. Ou ils sont très doux, très gentils, très tranquilles, en fait. C'est la tranquillité. On va dire que c'est plutôt le côté terre. Mais terre... Voilà, c'est pas qu'ils sont ralentis, mais voilà, on va dire que c'est un petit peu ça. Alors, on a les 3 en nous, et le dérèglement de ces doshas va montrer un peu la nature de l'individu. Alors, quand les enfants sont petits, effectivement, ils sont dans une nature, donc ils sont plutôt vata ou parfois même pitta, parce que les pittas sont souvent colériques. Donc, du coup, on va plutôt retrouver vata-pitta. C'est rare d'avoir un enfant dans le kapha, en fait. Parce que c'est l'agitation, on bouge, on joue, tout et tout. Donc un peu pour dire ça. Et plus on prend de l'âge, on va plutôt entrer dans la zone un peu plus kapha. Ouais, dans les seniors, on va être plus dans un truc un peu plus ralenti. Voilà. En gros, mais il y a à dire, l'Ayurveda. Non, mais je constate qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire si on veut comprendre. Ce sont des sciences, en fait, et on les survole, mais si on veut rentrer dans les sciences, voilà, il faut... De toute façon, là, tu attises la curiosité. Hein. Oui. Là, tu attises vraiment la curiosité, parce que là, j'ai vraiment envie déjà entre l'équilibre que nous avons en nous, je pense qu'il y a beaucoup de personnes également qui doivent se poser la même question. Donc, c'est toujours une affaire d'équilibre, puisque je pense que chaque personne peut avoir un manque en quelque part, ou se poser certaines questions, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Et là, tu es en train de dire qu'il y a un certain équilibre, et en même temps, ça permet de réfléchir dans ce sens. Voilà. L'objectif, en fait, c'est de savoir qui on est, de se connaître soi. C'est ça, en fait. La vraie raison à tout ça, c'est comprendre comment on fonctionne
pour pouvoir mettre en place des choses pour avoir une santé optimale, en fait, pour soi-même. D'accord? C'est la meilleure connaissance de soi. Ça commence par là. Si on ne sait pas comment on fonctionne émotionnellement, on ne pourra pas anticiper certaines choses ou mettre en place des outils pour pouvoir canaliser cette émotion ou en tout cas la permettre de s'exprimer ou de se libérer. C'est très profond. C'est vraiment cette connaissance, en fait, intrinsèque de soi, même au niveau de son mental, de son psychisme, savoir comment on fonctionne, comment on réagit. Voilà, c'est se connaître. Et après, on met en place des choses, on sait qu'est-ce qu'on aime au niveau alimentaire. Et souvent, on est attiré par ce qui ne nous fait pas trop de bien au niveau alimentaire. Donc, c'est aussi savoir ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir pallier à ça. On peut manger de façon différente, mais si on sait après qu'il faut nettoyer le corps, on met en place des choses pour nettoyer son corps, à quel moment, à quelle période. Voilà, c'est tout ça, en fait. Ok, maintenant, est-ce que tu peux nous parler du Reiki? Alors, le Reiki, c'est une méthode de soins qui est pareil holistique et qui nous vient plutôt du Japon. Alors bon, il y a différentes formes de Reiki, mais celle-là, en fait, a été créée par un Japonais. C'est Mikao Usui. En tout cas, moi, j'étais formée par cette méthode de Reiki. Et en fait, c'est une pratique qui nous permet de travailler un peu à distance. Et l'objectif, en fait, qui est fondé toujours sur l'énergétique, c'est de remettre en contact l'énergie universelle et la force vitale de l'individu. D'accord ? Donc, ça travaille sur l'apaisement durable et profond de l'être, mais aussi par rapport à certaines tensions dans le corps, peut-être des maux de tête, des migraines, de l'angoisse. Donc, c'est par imposition des mains, c'est-à-dire que c'est vraiment avec une technique bien... c'est un protocole, il y a un protocole. On nous transmet un protocole. Alors, le Reiki, c'est vraiment une transmission de maître à disciple. On va dire, dans l'histoire, Mikao Usui aurait reçu, dans son cheminement spirituel, dans sa méditation, des formules, voilà, un protocole de soins pour aider, en fait, ses congénères, sa famille. Donc, du coup, il a transmis. Et c'est passé comme ça. Et donc, du coup, ça a passé les barrières culturelles au niveau, par rapport à la mondialisation, ça arrive un peu partout. Et donc, du coup, on nous transmet comme ça cette technique. Donc, voilà, c'est un plus, puisqu'on fait appel à des symboles. Et ça revient toujours à ce côté énergétique. Donc, c'est complémentaire à toutes les autres techniques. Tu nous fais voyager ce soir entre l'Inde, la Chine, le Japon. Voilà. Mais on revient toujours à la même chose, c'est l'individu. Tout à fait. Ok, maintenant, est-ce que tu peux nous parler du coup de ce qu'est une doula? Ah oui, je suis aussi doula. Alors, la doula, elle accompagne en fait... ce que j'aurais dû dire depuis le début, c'est que moi, je travaille aussi bien avec donc les femmes enceintes, les bébés, les petits bébés, parce que je fais des soins pour les bébés, jusqu'aux personnes âgées, en fait. Donc voilà. Donc du coup, moi, je suis dans l'individu de sa conception jusqu'à sa mort. Voilà. Donc du coup, je suis dans ce cheminement-là. Donc en passant par les personnes à mobilité réduite, je ne fais aucune différence. Tout le monde est bienvenu. Et donc du coup... Tu réveilles certains sens? Est-ce que tu parles à de personnes en situation... à mobilité réduite? Mais est-ce que tu peux, à travers tes massages ou bien les relaxations, certains sens peuvent se réveiller, par exemple? Alors, se réveiller... je vois un petit peu ce que tu veux dire. Alors, faut savoir que, oui, quand on masse, de toutes les façons, on travaille sur le système nerveux. Donc, du coup, les gens vont ressentir des choses. Après, ceux qui n'ont pas de sensation dans leurs jambes, ils n'auront pas de sensation dans leurs jambes. Mais, par exemple, le système nerveux peut réagir. Donc, on peut voir les gens, par exemple, bouger. Parce que c'est un système nerveux. C'est-à-dire, avec le toucher, il y a des réactions nerveuses qui apparaissent. Donc, mais la personne, si sa connexion n'est plus... Enfin, il ne marche plus, tu vois. C'est un petit peu à travers l'acupuncture. Alors... Non, l'acupuncture, c'est une technique qui est plutôt utilisée par les médecins. D'accord, ok. Donc, autre chose encore. Voilà, okay. C'est plutôt utilisé par les médecins. Et donc, du coup, on n'utilise pas... Ok, d'accord. Voilà. Là, c'est autre chose. Okay. C'est autre chose. Donc, du coup, lorsque je travaille
avec toutes les personnes. Moi, j'essaie de faire des formations adaptées en fait à chaque moment de vie, on va dire ça comme ça. Et donc oui, j'ai fait une formation de doula pour accompagner. Alors on parle souvent de la femme, de la maman, future maman, mais pas que. Moi, j'aime bien accompagner le couple. Donc, c'est-à-dire aussi bien la maman, mais aussi bien le papa. Donc la maman dans sa grossesse, parce qu'il y a des changements, donc on l'accompagne pour ces changements physiques, hormonalement parlant, donc il y a tout ça. Mais aussi le papa pour qu'il puisse prendre sa place à côté de la maman, réellement. Parce qu'un enfant, la conception se fait à deux, et souvent on a la vision, parce que c'est aussi une croyance, que c'est la mère qui porte, c'est la mère qui accouche, c'est la mère qui allaite, et puis le papa se sent inutile. Voilà. Et là, lui montrer cet aspect immatériel. On revient dans ça. La mère, elle est matière, et le père, il est spirituel. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'individu dans sa globalité, il est à la fois matériel et spirituel. Mais dans l'équilibre homme-femme, il y aura un qui sera matière, donc dans la création, et l'autre qui va donner la graine pour la création, donc il sera plutôt spirituel. Donc c'est l'homme. Mais on a besoin de ces deux pour former un être. Et donc du coup, expliquer au père, bon, d'accord, la maman, elle porte l'enfant, elle sent les changements dans son corps, mais tu peux aussi sentir les changements. Hein. Tu peux aussi vibrer sur un autre plan. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui portent la grossesse. On a déjà vu ça. C'est pas faire semblant. Il y en a vraiment qui sont tellement connectés qu'ils ont les symptômes d'une femme enceinte parce qu'ils sont connectés à leur femme, ils sont connectés à cette grossesse et eux aussi portent la grossesse sur le plan immatériel. Voilà. Donc, pas seulement sur le plan émotionnel, mais également sur le côté immatériel. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment tous les aspects. Et en fait, certains papas ne savent pas trop quoi faire pendant l'accouchement, donc c'est pareil. Donc accompagner, la doula, elle est là, elle accompagne. Moi, j'accompagne à la demande. Et aussi, je vois ce dont les couples ont besoin, ce que la femme a besoin de mettre en place aussi pour elle, avant, pendant et après. Ok, super. On enchaîne du coup avec les réflexes archaïques. Alors, les réflexes archaïques, donc c'est une formation que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, si quand même. Ma fille avait 1 an et demi. C'est quand j'ai accouché de ma fille. J'ai été interpellée par l'évolution en fait d'un enfant. Et faut savoir que l'individu a ce qu'on appelle des réflexes primitifs. On a tous ça, on passe tous par là. Et lorsque j'observais ma fille, donc, comme ma fille est née, elle a marché très vite, mais elle n'a pas rampé. Donc moi, je me suis questionnée. Je me suis dit, ah bon, pourquoi elle n'a pas rampé ? Normalement, rampage, ensuite on va marcher à 4 pattes, ensuite on va marcher debout. Il y a des phases en fait. Tout à fait. Il y a des phases. Et si on observe bien, tous les enfants ne font pas toutes ces phases. Et ces phases, ce sont des réflexes archaïques. Et quand ces réflexes archaïques ne sont pas intégrés, ça agit sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et ça agit aussi sur le système nerveux, le système cognitif et le système émotionnel. Donc du coup, on a un impact qui est très fort lorsque les réflexes ne sont pas intégrés. Et ça voudrait dire que lorsqu'un enfant n'a pas intégré ses réflexes, il devient un adulte ayant ses réflexes non intégrés. Et donc, pouvant avoir des troubles cognitifs, des problèmes au niveau système nerveux, au niveau psychomoteur et tout. Donc voilà. À travers cette base. À travers cette base. Alors, l'objectif, enfin le but, parce que c'est... Lorsqu'on fait la formation de réflexes archaïques, ce sont des exercices, en fait, un petit peu comme le yoga. On retrouve d'ailleurs pas mal d'exercices, pas mal de postures en relation avec le yoga. Et pour pouvoir rééquilibrer. Par exemple, c'est tout simple. Un enfant qui n'a pas rampé, eh bien, vous la faites ramper. Jusqu'à ce que ça soit intégré. Tous les jours, s'il le faut, il faut qu'il rampe. Voilà. Un enfant qui n'a pas marché correctement, qui n'a pas fait correctement le 4 pattes, on le fait marcher à 4 pattes. Donc ça veut dire, il suffit,
pour voir si vous avez intégré certains tests, de vous faire par exemple ramper. Et on voit qu'il y a certains adultes qui ne savent pas ramper. Donc du coup, c'est pas intégré. Parce que je ne vais pas dire la phase, pas la transition, mais la démarche n'a pas été effectuée d'une certaine manière. Non, c'est-à-dire l'enfant, il a fait un petit peu comme il voulait. Mais c'est aussi ça, l'être humain, en fait. C'est-à-dire, parfois, l'être humain peut sauter des étapes. Et c'est ce qui va créer, qui va faire chez lui, enfin, c'est ce qui va faire qu'il est différent aussi. Hein, on est d'accord que ça marque aussi la différence d'un individu. Mais parfois, ça peut créer des troubles. Donc, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup des enfants, des jeunes qui sont 10... Énormément dans cette société. Alors, sans rentrer dans les détails, je sais que quand on a fait la formation de réflexe archaïque, on a vu tout ce qui était 10, en fait. Et on voit qu'effectivement, avec un réflexe qui n'est pas intégré, ça favorise une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie, parce que ça entraîne vraiment des troubles sur la maturation du système nerveux. Et donc, du coup, voilà, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant, mais depuis la petite enfance. Et donc, voilà, et donc du coup, c'est un petit peu ça le principe des réflexes archaïques. C'est pour dire aussi que chaque étape est primordiale. Il faut respecter chaque étape aussi et laisser le temps à chaque étape de se faire. Voilà, mais nous presser. Nous toujours presser. Presser pour faire que ça, bon passable. Alors du coup, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Donc, on va continuer. S'il le faut, on fera justement un autre volet pour détailler les autres aspects que tu as, parce que c'est pas fini. Ah oui, le chamanisme, mais bon, malheureusement. Ouais, là, on a beaucoup parlé. On a essayé de faire au mieux. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin en nous disant, par exemple, qu'est-ce que tu souhaites apporter aux gens à travers tes pratiques? Si tu veux également laisser ton contact ou bien laisser une adresse, quoi que ce soit, oui, ou une page. Je pourrais laisser surtout mon contact. On a déjà parlé pour la page. Donc, alors moi, qu'est-ce que je souhaite apporter aux gens? Qu'ils se connectent un petit peu plus à eux-mêmes, en fait, qu'ils apprennent à se connaître. Je suis vraiment partisante pour une santé durable, en fait, c'est de se connaître vraiment dans sa globalité. Moi, c'est ce qui m'a aidée. Et c'est ce qui m'a aidée à gérer mes douleurs, ma santé globalement. Donc, j'ai plus les maux que j'avais quand j'étais jeune, grâce à toutes ces pratiques et cette prise de conscience de qui je suis. Donc, je suis un peu plus à l'écoute de moi. Et du coup, moi, ce que je transmets au quotidien à ceux qui viennent vers moi, c'est cette prise de conscience de qui ils sont. Donc voilà. Et qu'on soit un enfant, un adulte, dès qu'on est en capacité de ressentir les choses, eh bien, on peut se connecter à soi, on peut apprendre justement à mettre des mots sur, enfin des mots MOTS sur des mots MAX. Voilà. Ok, bon, eh ben, ça correspond en tout cas au leitmotiv justement que j'ai depuis le départ, qui est de reprendre son pouvoir. Donc on l'a vu à travers la nutrition et le fait de se nourrir. Et là, c'était important justement de le voir à travers le côté global et ne surtout pas mettre de côté un aspect parce qu'on ne le maîtrise pas ou que c'est des choses qui sont assez lointaines et qu'on n'a pas envie du coup de rentrer parce qu'on a ce besoin de contrôle. En fait, finalement, ce besoin de contrôle nous empêche d'aller explorer des choses qui pourraient nous être bonnes parce qu'en fait, ça fait partie en fait de notre construction, ça fait partie en fait de la nature, ça fait partie de notre univers. Donc, c'est important justement, comme elle a dit, l'important justement c'est de se connaître et à travers tous les prismes. C'est important d'aller chercher justement tous les prismes possibles et imaginables qui vont en fait nous servir en tant qu'être humain. Donc voilà, c'est ça qui est bien justement à travers cette émission-là, c'est qu'on a pu le voir dans sa globalité et faire comprendre justement aux téléspectatrices ou aux téléspectateurs qu'il faut pas avoir peur finalement d'aller explorer des choses qui pourraient en fait dans tous les cas nous faire du bien et nous permettre d'être dans une santé qui sera globale et pas seulement physique. Être à l'écoute de son corps, surtout. Le système veut nous rendre pressés, mais des fois, il faut prendre son temps également pour soi-même. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous avez la possibilité de la revoir parce qu'il y avait tellement de termes intéressants. Il y avait tellement de choses à comprendre, à savoir. 55 minutes, c'est pas assez. On va pas se leurrer. 55 minutes pour parler de tout ça. Je pense que je lance déjà l'invitation pour une prochaine émission. Ah bon, d'accord. Voilà, j'espère que tu l'accepteras. Je lance déjà une invitation pour la prochaine fois. J'espère, je répète encore, j'espère que vous avez apprécié. Le rendez-vous est pris. Non, avant la semaine prochaine,
lundi prochain, aux alentours de 19h, sur la page Instagram FMedia 234, c'est le débrief. On va reparler, on va peut-être un peu simplifier à travers nos mots, et on va reparler de la thématique. Donc le rendez-vous est pris FMedia 234 sur Instagram. Sinon, le rendez-vous est pris à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour qu'on pèse tête? Pas soude.